Merci d'être avec nous sur Al24 News et bienvenue dans cette édition spéciale que nous consacrons aujourd'hui à la situation en Palestine occupée. Vous le savez, un jeune Palestinien de 17 ans est décédé ce lundi des suites de ses blessures causées la veille par les tirs des forces militaires sionistes dans le gouvernorat de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée. Il s'agit de Mohamed Hossein Zakarna. Le mouvement de libération nationale Fatah a appelé à une grève générale dans la ville de Jenin en signe de deuil. Hier, un jeune Palestinien et 2 femmes ont été tués par les tirs des forces sionistes dans diverses zones de la Cisjordanie occupée. Le quotidien des Palestiniens est ainsi rythmé depuis plus de 2 semaines. On observe une réelle recrudescence des violences et pratiques répressives contre les Palestiniens. Des mesures qui pourraient mener vers une situation incontrôlable. Mise en garde lancée d'ailleurs hier par le porte-parole présidentiel palestinien Nabil Abou Rodaina. Aux victimes tombées en martyrs s'ajoute une nouvelle vague d'arrestations. Rien que ce lundi, 18 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes dans différents gouvernorats de la Cisjordanie occupée. En mars dernier, près de 370 Palestiniens, dont 46 femmes, enfants et 3 femmes donc, ont été arrêtés, principalement à Al-Quds occupé et Jenin, selon un rapport de l'agence de presse palestinienne Wafa. Nous nous y intéressons donc aujourd'hui avec l'éclairage via visioconférence avec Riyad Sidawi, qui est directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève. Bonjour. Bonsoir. Nous aurons également avec nous Bernard Ravenel, qui est ancien président de l'association France-Palestine Solidarité. Il sera avec nous également par téléphone. Alors, bonsoir monsieur. Alors, on commence avec la première question. Donc, la violence a repris, vous l'aurez compris, de plus belle en territoire palestinien occupé. Pourquoi à ce moment précis? La question est à qui? À moi? À Genève? Oui, oui. D'accord. Les Palestiniens n'ont jamais cessé de résister contre l'occupation israélienne, contre les massacres israéliens. Ils ont toujours résisté. C'est cyclique, évidemment, puisque c'est la défense, c'est leur droit légitime. Mais en regardant les forces occupantes israéliennes massacrer et opprimer le peuple palestinien, on voit que les médias occidentaux appliquent la politique de deux mesures. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, on ne veut rien voir, on ne veut rien entendre. On s'occupe que des innocents ukrainiens. L'être humain est le même, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Palestine ou en Syrie ou en Irak ou en Libye. Mais là montre bien aussi l'hypocrisie de la communauté internationale, de l'ONU, dès qu'il s'agit de la cause palestinienne, dès qu'il s'agit des innocents palestiniens, la silence radio. Justement, Monsieur Sidawi, permettez-moi de vous interrompre. Oui. Je reviendrai avec vous sur ce point durant l'émission. Mais retour à ma première question. Pourquoi les violences ont-elles débuté à ce moment précis? Je vous ai répondu, c'est cyclique que les Palestiniens ne peuvent pas ne pas résister contre l'occupant israélien qui continue la colonisation, qui continue à installer des colonies sur le compte des territoires palestiniens. Donc, ils n'ont jamais cessé de résister. L'occupant israélien n'a jamais cessé d'opprimer. C'est la continuité. Certes, il y a des trêves, mais la résistance palestinienne continue comme la pression israélienne continue aussi. Donc, c'est cyclique. Les Palestiniens veulent dire qu'on est là. Et cette fois-ci, ça vient de la Cisjordanie, ce n'est pas de Gaza. On est habitué que la résistance militaire vient souvent de Gaza, mais cette fois-ci aussi, c'est la Cisjordanie qui veut dire on est solidaire avec Gaza, on est tous des Palestiniens, donc à nous aussi de résister contre l'occupant israélien. Bernard Ravenel, je vous redirige la question. Est-ce dû, selon vous, à la coïncidence avec le mois sacré de Ramadan, Bernard Ravenel? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut prendre en compte la double évolution de la situation en Israël et en Palestine.
depuis, disons, quelques mois. Oui. Il faut savoir qu'en Israël, il y a eu la fin, si on peut dire, politique, en tout cas provisoire, si on peut dire, de Netanyahou, qui avait, en quelque sorte, apporté une certaine satisfaction au côté palestinien, parce que Netanyahou était quand même le principal ennemi du peuple palestinien. On avait l'impression que s'ouvrait une nouvelle période, plus, en quelque sorte, plus ouverte, si j'ose dire. Et du côté palestinien, on avait l'impression aussi d'un certain désarroi de l'opinion palestinienne, puisque finalement les élections qui avaient été prévues n'ont pas eu lieu, et donc le mouvement national n'a pas eu l'occasion, si j'ose dire, de se renouveler et de proposer en quelque sorte une perspective nouvelle. Donc cette double évolution a laissé les Palestiniens dans le désespoir, parce que finalement, du côté israélien, le gouvernement qui s'est installé après Netanyahou avec Bennett, un colon finalement, est un gouvernement aussi d'extrême droite et peut-être un peu plus, et du côté palestinien, il n'y avait plus de réalité organisationnelle du mouvement national palestinien. Donc c'est le désespoir. C'est le désespoir qui domine dans la société palestinienne, en particulier dans la jeunesse, qui aussi voit, d'une certaine mesure, aussi la crise de l'autorité palestinienne, qui vient d'ailleurs de se manifester de manière remarquable aux élections à Hebron, Al-Khalil, qui a vu la liste critique du Fatah, allié d'ailleurs avec des gens du Hamas et d'autres personnalités de différents courants politiques de Palestine, a vu gagner les élections de Hebron, la plus grande ville, il ne faut pas l'oublier, de Palestine. Donc tout ça donne un paysage vide concernant un mouvement national palestinien capable de donner quelques directives, d'orienter le mouvement. Et c'est pour cela que face à ce désespoir, on a vu des actes désespérés de Palestiniens au couteau, des tirs. C'est tragique parce que c'est du suicide qui justement, est en quelque sorte je voulais vous relancer là-dessus, un peu l'esprit de Monsieur certains Ravenel. Palestiniens. C'est pour ça que je suis très préoccupé, parce que il est évident que vouloir relancer une lutte violente à partir d'armes, même y compris de couteaux ou de fusils, est une solution absolument désespérée par rapport justement, Monsieur Ravenel, donc voilà, je voulais vous relancer là-dessus. L'angoisse que j'ai, parce que il n'y a pas de perspective aujourd'hui, ni offerte bien entendu par le pouvoir israélien, ni une perspective de lutte ou de proposition politique du côté du mouvement palestinien. Donc nous sommes dans une phase de creux terrible pour le mouvement, pour le peuple palestinien, dans sa lutte centenaire, si on peut dire, de libération. Donc voilà, l'état de la situation me semble absolument dramatique. Bernard Ravenel, on assiste à un autre ramadan donc rythmé par les violences. On l'a vu aussi avec des opérations martyrs à Sheikh Jarrah précédemment. Certaines voix parlent d'une nouvelle génération de résistants qui voudraient peut-être que les choses bougent par n'importe quel moyen, selon vous? Justement, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que je crois que l'histoire de la résistance palestinienne qui a commencé depuis longtemps, elle a passé par une phase de lutte armée, menée d'ailleurs de manière différente, par différents groupes, et qui s'est de quelque sorte terminée, étant donné l'impossibilité pour les Palestiniens d'offrir par rapport à l'armée israélienne des éléments d'une résistance militaire crédible, si on peut dire. Et donc s'est lancé un mouvement formidable avec l'intifada en 87-88 de désobéissance civile de masse des Palestiniens, qui avait d'ailleurs remporté d'une certaine mesure une victoire en 88, on a vu, et ça c'est à Alger en 88, le président Yasser Arafat pouvait prononcer en quelque sorte l'État de Palestine. Donc cette période-là est terminée. Il y a eu une reprise de la résistance. Israël a écrasé toute tentative de révolte armée, et ceci fait qu'il est tombé dans un certain type de désespoir. Donc c'est pour ça que dans la phase actuelle, vouloir faire croire qu'il y a une possibilité crédible de relance de la lutte armée contre l'armée israélienne est une déclaration de suicide.
Mais malheureusement, il n'y a pas autre chose. Oui. Il n'y a pas de proposition politique. Il n'y a rien, quoi. Donc c'est ce vide-là, je ne sais pas combien de temps il va durer, qui va caractériser en quelque sorte le monde politique palestinien. Monsieur Ravenel, restez avec nous. Je reviens à vous, Riyad Sidawi. Partagez-vous la même opinion, hein? Selon vous, c'est le désespoir qui pousse les Palestiniens aujourd'hui à commettre des opérations martyrs? Oui, il y a un certain désespoir, mais aussi une volonté ferme que malgré la trahison, les trahisons de certains pays arabes qui normalisent leurs relations avec un gouvernement extrémiste de l'extrême droite, extrémiste israélien, je cite le Maroc, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan. Le Maroc, déjà, il a établi une alliance militaire et de renseignement avec Israël, plus que la normalisation égyptienne ou jordanienne. C'est une collaboration étroite avec l'armée israélienne. Contre qui? Contre les Palestiniens et contre la cause palestinienne. Donc les Palestiniens, ils sont trouvés seuls dans le champ de bataille, laissés, voire trahis par ces pays arabes qui normalisent, comme je dis, avec un gouvernement extrémiste. Ils se sont trouvés seuls, mais veulent dire, au même temps israéliens, au même temps à ces pays arabes, au même temps au monde et à l'humanité, on est toujours là, on ne peut pas effacer la cause palestinienne de la carte parce que telle ou telle capitale arabe a normalisé avec Israël. Et pendant que ces exactions à l'encontre des Palestiniens ont lieu, la communauté internationale y assiste, encore une fois, en tant que spectatrice impuissante ou volontairement muette, selon vous, Monsieur Sidawi? Je reprends le titre du livre de mon ami Jean Ziegler, c'est la honte de l'Occident. Je dirais aussi la honte de l'ONU. Dès qu'il s'agit des Palestiniens ou des Irakiens ou des Libyens, on ne va rien entendre, on ne va rien voir. Israël, c'est un État démocratique pour eux, donc on s'occupe du pauvre peuple ukrainien. C'est la politique de deux poids, deux mesures, où on s'intéresse à des pays et on néglige d'autres. Comme si les Palestiniens ne sont pas des êtres humains, ne s'inscrivent pas dans l'humanité, donc on néglige totalement leur cause, puisqu'ils prennent Israël comme un pays démocratique ou un État démocratique. Il y a une hypocrisie totale, évidemment, et ce n'est pas nouveau, cette hypocrisie, c'est depuis la fondation d'Israël, depuis 1948, et ce n'est pas nouveau, ça se répète chaque fois, cette hypocrisie officielle. Je ne parle pas de l'opinion publique européenne à titre d'exemple. J'ai vécu l'expérience et je vis l'expérience, la majorité des Européens sont pour la cause palestinienne, mais je parle de ces oligarchies, de leurs médias qui ont le monopole des médias, où on ne veut pas parler de la cause palestinienne, de l'oppression israélienne. C'est la politique de deux poids, deux mesures. On s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine, on oublie, on ne voit pas ce qui se passe en Palestine. Monsieur Bernard Ravenel, je reviens vers vous. Que signifie, selon vous, le silence occidental? Écoutez, d'abord, on a fait en sorte que les médias ne parlent plus. Ne parlent plus de la Palestine. Le silence médiatique, j'y reviens. Hein. Oui. Alors, et d'autre part, je vais l'illustrer par un exemple absolument actuel. Pendant la campagne des élections présidentielles, il n'y a eu aucune allusion à la question palestinienne. Oui. Et même le mouvement associatif a eu du mal à poser des questions indirectes ou directes aux candidats sur la question de Palestine. Il y a eu vraiment une espèce de chape de silence sur cette question impressionnante pour laquelle d'ailleurs l'opinion a peu réagi. C'est ça qui me désespère. Une certaine indifférence qui s'est installée finalement sur la question palestinienne. Donc il y a là en Occident finalement une sorte d'abandon de la cause palestinienne qui devrait pour eux être en quelque sorte réglé par le rapprochement Israël et pays arabes où ils vont se mettre d'accord pour en quelque sorte étouffer la question palestinienne et la rendre en quelque sorte inoffensive si j'ose dire. Donc le problème c'est quand même la nécessité que du côté palestinien se reconstitue un mouvement, une direction politique. Et pour le moment, il n'existe plus. Il est évident que le président Mahmoud Abbas
est un peu en fin de course et il a du mal un peu à l'abandonner, cette fin de course. Et que le Fatah, les organisations palestiniennes, la majorité d'entre elles en tout cas, souhaiteraient certainement, et une partie du Fatah d'ailleurs aussi, souhaiterait changer un peu de direction, si on peut dire. Donc tout ça se fait pas. Il y a une crise incontestable du mouvement palestinien. Il faut que celle-ci se déroule, se développe, et de façon à ce que se reprenne un peu, en quelque sorte, ce mouvement palestinien, à condition, alors là, c'est une autre condition, c'est que se développe aussi un sentiment, un mouvement unitaire des Palestiniens. Parce que si on laisse chacun, Fatah d'un côté, Hamas de l'autre, se constituer comme force plus ou moins de leur côté, c'est une logique perdante, et je dirais même une logique de guerre civile entre Palestiniens. Donc la question de l'unité des Palestiniens est très importante. Et d'ailleurs, elle a été en partie résolue par les dernières élections de Hébron. Ça, c'est très, très important. Moi, je connais très bien, par exemple, le dirigeant de la lutte populaire non-violente, s'appelle Issa Amro, c'est un architecte qui lutte à Hébron depuis plusieurs années contre l'occupation israélienne. Ils se sont mis d'accord, Fatah, Hamas, etc., ensemble pour élire une nouvelle direction de la grande ville d'Hébron. Donc tout ça, montre qu'il y a dans la société palestinienne des volontés unitaires de mouvement. Parce que une volonté de division Palestine, c'est la division de guerre civile. Et donc c'est pour ça que j'espère, disons, que va s'affirmer cette... Bernard Ravenel, permettez-moi de vous interrompre. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'association France-Palestine Solidarité. Nous avions dans cette émission également Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève, le Royaume Space, les intérêts du Maghreb. Je vous interromps car nous apprenons à l'instant la retransmission de la conférence de presse, donc en direct. Elle regroupe, c'est une conférence de presse conjointe du président de la République algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi que du gouvernement italien Mario Draghi, qui est en visite de travail de 2 jours en Algérie. On me dit que c'est la conférence de presse donc de Mario Draghi qui effectue une visite en Algérie. Je vous invite à l'écouter. Les accords d'aujourd'hui sont une réponse significative pour atteindre cet objectif stratégique et d'autres suivront. Il governo vuole difendere I cittadini italiani e le imprese dalle conseguenze del conflitto. Le gouvernement souhaite défendre les citoyens et les entreprises contre les conséquences du conflit. Voglio ringraziare I ministri Di Maio, ministro Cingolani e Leni per il loro impegno su questo fronte. Je tiens à remercier les ministres Di Maio et Cingolani ainsi que Leni pour leur engagement en ce sens. L'Italia e l'Algeria vogliono rafforzare la loro cooperazione anche in altri settori. L'Italie et l'Algérie veulent renforcer leur coopération également dans d'autres secteurs. All'incontro di oggi seguirà il 4° vertice intergovernativo che ho il piacere di annunciare si terrà qui ad Algeri il prossimo 18 e 19 luglio. La rencontre d'aujourd'hui sera suivie par le 4e sommet intergouvernemental que, j'ai le plaisir de vous annoncer, se tiendra ici à Alger les 18 et 19 juillet prochains. Prima del vertice intergovernativo incontrerò nuovamente e col massimo piacere il presidente Tebboune in occasione della sua visita di Stato in Italia a fine maggio. Grazie. Avant le sommet intergouvernemental, j'aurai le très grand plaisir de rencontrer encore une fois le président Tebboune à l'occasion de sa visite d'État en Italie à fin mai. Merci. Bene.
Voilà, nous nous excusons pour cette coupure donc liée à la retransmission de la conférence du point de presse de Mario Draghi, le chef du gouvernement italien à Alger. Retour donc à notre édition spéciale pour retrouver nos invités. Je vous rappelle qu'est avec nous via visioconférence Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève, ainsi que Bernard Ravenel, ancien président de l'association France-Palestine Solidarité. Messieurs, nous reprenons donc le cours normal de notre édition spéciale. Riyad Sidawi, je vous retourne la question que je viens de poser à Bernard Ravenel. Que pensez-vous de ce silence médiatique par rapport au conflit palestinien ? Personnellement, je ne suis pas surpris, connaissant les médias occidentaux qui appliquent souvent la politique hypocrite de deux poids, deux mesures, où on s'intéresse à des peuples et on ne s'intéresse pas à d'autres peuples. Le peuple irakien ou libyen, ce n'est pas intéressant, comme le peuple palestinien. Dès qu'il s'agit d'autres, par exemple l'Ukraine, on voit la mobilisation, la capacité de la mobilisation des médias occidentaux qui sont finalement gérés par des gouvernements. Je ne peux pas aller ou je ne peux pas cautionner la liberté d'expression. Donc, il n'y a qu'une seule voie. Mais souvent, ils appliquent la politique de la négligence. Ça veut dire comme si la cause palestinienne n'existe pas, comme si la Palestine n'existe pas, comme si c'était effacé de la carte. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit au début de l'émission, on ne veut rien voir, on ne veut rien entendre. Il s'agit là des Palestiniens et des Arabes. Aussi, malheureusement, il y a certains médias arabes qui sont devenus plus royalistes que le roi, plus sionistes que les sionistes eux-mêmes, et qui ne sont pas solidaires avec ce que nous appelons leurs frères palestiniens, et qui continuent à normaliser avec l'État israélien. Je reprends ce qu'a dit le président Abdelmajid Tebboune. Il a dit au sein de la Ligue arabe, nous étions d'accord qu'on va appliquer la politique de la terre contre la paix. La terre contre la paix, alors il n'y a ni terre ni paix. Donc qu'est-ce qu'il reste? La résistance. Mais malgré tout, certains pays arabes, je les cite encore, à leur tête le Maroc, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan, continuent à normaliser avec un État agressif qui massacre le peuple palestinien comme si rien ne s'est passé. C'est pour cette raison que je dis si des frères arabes ont trahi la cause palestinienne, alors des médias occidentaux, des États occidentaux, traditionnellement alliés à Israël, on ne veut pas attendre trop de leur part. Justement, monsieur Sidawi, ces violences, vous venez de le dire, donc elles interviennent à un moment où la cause palestinienne est mise à mal, trahie, vous l'avez dit, par certains représentants de la nation arabe qui n'ont pas hésité à normaliser avec l'entité sioniste. On l'a vu avec le dernier sommet notamment de Negev. Quel avenir justement pour le dossier palestinien dans ce contexte? C'est la dynamique de la peuple palestinien. C'est la dynamique de la peuple palestinien, ainsi que les peuples arabes aussi sont contre la normalisation. Ils se tiennent totalement le peuple palestinien. J'ai dit même l'opinion publique occidentale et européenne est très pro-palestinienne, très pro-palestinienne et contre la position de leur gouvernement, de leurs médias, pour une simple raison, parce que la cause palestinienne, c'est une cause juste. Mais revenons aussi, je me souviens quand ils ont signé l'accord d'Abraham, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, il a dit, voilà, maintenant on a la garantie d'Israël qu'elle va stopper la colonisation, qu'elle va stopper de construire ou de créer de nouvelles colonies contre la normalisation. Alors Israël n'a jamais stoppé la colonisation, elle continue à créer de nouvelles colonies sur le compte des territoires palestiniens, et ces États ne réagissent pas du tout, ni les Émirats, ni le Maroc. Au contraire, ils continuent à normaliser. Donc, c'est pour cela que je comprends bien le désespoir palestinien qui ont le sentiment d'être trahis par l'Occident, par
par l'ONU, par certains pays arabes. Donc, il n'y a que la révolution, il n'y a que la révolution qui doit continuer, qui doit recommencer. La résistance armée. Cisjordanie, ce n'est pas uniquement du Gaza. Oui. Bernard Ravenel, je reviens vers vous. Ce qui nuit aussi à ce dossier, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les divisions internes. Nous le savons de par l'histoire, les factions palestiniennes n'ont pas toujours parlé d'une seule voix. Pour justement y remédier, l'Algérie a accueilli récemment différentes factions palestiniennes, dont l'espoir d'aboutir à une sorte de réconciliation en prélude au prochain sommet arabe qu'abritera d'ailleurs la capitale algérienne. Sommes-nous proches d'un consensus aujourd'hui, Bernard Ravenel ? Malheureusement, je pense pas. Je pense que nous sommes devant un processus long de recomposition, disons, de la scène politique palestinienne, qui est jusque-là complètement fragmentée, disons. Non seulement, bien sûr, entre le Hamas et le Fatah, mais aussi à l'intérieur de chacune de ces associations. Il y a des problèmes, bien sûr, au Hamas, dans la société gazaoui quand même, et il y a aussi, bien sûr, de côté de Fatah et de la branche de bilan palestinien, toute une série de personnalités qui ont largement pris leur distance de la direction actuelle du Fatah, et des personnalités que je connais d'une grande autorité politique. Et donc tout cela va bouleverser, ou en tout cas va avoir tendance à bouleverser l'organisation même politique du mouvement palestinien. Donc nous entrons dans une phase dure, difficile, de recomposition, je dirais presque de refondation, si j'ose, de refondation unitaire du mouvement palestinien, tel qu'elle a pu, en quelque sorte, s'exprimer aux dernières élections de Hébron. Ça, pour moi, ça m'a beaucoup impressionné, ces élections-là, et je pense que c'est de là que doit partir la renaissance du mouvement palestinien, parce que s'il n'y a pas de renaissance du mouvement palestinien capable de diriger ou d'animer un certain nombre de luttes, eh bien, et qui pourrait aussi en appeler à la communauté internationale, au monde arabe, mais aussi au monde occidental, etc., eh bien, il n'y aura pas de renouvellement de la question. Donc, tout dépend, je veux dire, de ce qui va se passer à la base des organisations politiques palestiniennes, dans cette volonté de relancer la lutte de libération nationale. Je pense que l'acquis de lutte de libération nationale est suffisamment grand, y compris à l'ONU. Quand même, à l'ONU, l'ONU a voté une grande majorité la reconnaissance d'un État palestinien. Donc maintenant, le problème est de savoir comment on passe des mots à la réalité. Et donc tout ça sera l'œuvre d'une mobilisation de la société politique palestinienne renouvelée dans ses organismes dirigeants. Riyad Siedaoui, selon vous, si on arrive aujourd'hui à mettre de côté les différends, y a-t-il une chance pour que le processus de paix palestino-israélien redémarre ou aboutisse à une solution à deux États, qui est la solution prônée par l'ensemble de la communauté internationale? Je suis tout à fait d'accord. Il faut tout d'abord unifier les Palestiniens, unir les Palestiniens avec une seule autorité. C'est scandaleux d'avoir deux micro-États à Gaza et à Cisjordanie. L'Algérie, connue d'être la Mecque des révolutionnaires, c'est à Alger que Yasser Arafat, le chef charismatique de la cause palestinienne, a créé l'État palestinien en 1988 à Alger. Et Alger, aujourd'hui, joue un grand rôle déterminant, je pense, dans le processus interne des Palestiniens. C'est unir toutes ces factions palestiniennes, c'est reprendre le modèle du FLN, du Front de Libération Nationale algérien, quand il était la seule représentation de la révolution algérienne. La même chose, Alger veut unifier les forces palestiniennes. C'est scandaleux, je répète, d'avoir deux résistances différentes, une à Gaza, l'autre à Cisjordanie, d'avoir deux autorités à Gaza et à Cisjordanie. Donc, je pense qu'il faut tout d'abord renforcer le camp palestinien en unifiant les forces des Palestiniens. Et la paix se fait entre les forts et pas entre les faibles et les forts et les agresseurs. Donc, dès que les Palestiniens se renforcent à l'intérieur,
et auront une seule représentation, hein, là, je pense que la cause palestinienne va avancer. Mais il faut aussi un soutien massif des États arabes. Il faut que les pays qui normalisent doivent arrêter aussi ces scandaleux pour leur même propre population, parce que ceux qui ont normalisé avec Israël n'ont jamais consulté leur propre population, et d'ailleurs ne sont pas des démocraties, n'ont pas de parlement. Regardons à titre d'exemple le Koweït, son chef de parlement, Marzouk El-Ghanem, est contre la normalisation. Pourquoi? Parce qu'elle a été élue démocratiquement, parce qu'au Koweït, il y a un parlement. D'autres pays qui ont normalisé avec Israël, ils n'ont pas même le parlement. Mais la cause palestinienne est juste. Je reprends peut-être l'expression historique de Abdel Ramzan, jeter la révolution algérienne de la rue, c'est le peuple qui va l'accaparer, c'est le peuple qui va la prendre. La même chose pour la cause palestinienne. Jeter la cause palestinienne ou la révolution palestinienne de la rue palestinienne, de la rue arabe, de la rue de l'humanité, ce sont les peuples qui vont défendre cette cause pour une simple raison, parce que c'est une cause juste. Avant de terminer, Bernard Ravenel, hormis les divisions internes dans les rangs palestiniens, quels sont les freins actuellement pour aboutir à une solution à deux États? Quels sont les freins? Qu'est-ce qui bloque? Oui. Ah oui. Ben, écoutez, d'abord, j'ai bien entendu le frein israélien qui ne veut pas du tout, évidemment, aborder cette question. La question, c'est que à l'ONU, il n'y a plus personne au niveau des États capable de prendre des initiatives, puisqu'en fait, les votes positifs qui ont eu lieu par les Palestiniens à l'ONU ont été pris toujours à l'initiative de l'Organisation de libération de la Palestine, soutenue par, qui ne pouvait pas faire autrement, par un certain nombre d'États. Maintenant, s'il n'y a plus de mouvement palestinien légitime, reconnu au niveau national et international, il n'y aura personne pour soutenir une organisation qui ne représenterait pas les Palestiniens. Donc je crois que tout dépend de la capacité, disons, du côté palestinien de se reconstituer une autorité palestinienne légitime de lutte contre l'occupation israélienne. Donc vous campez sur votre position, on ne peut aller nulle part sans unifier les rangs palestiniens? Ah oui, sans unité, c'est perdu. Et je crois que, et ça, de ce point de vue-là, j'espère, mais je ne sais plus très bien où ça en est, j'espère que les gouvernements, parce que jusque-là, la division palestinienne, il y a des divisions depuis longtemps, hein, on le sait très bien, et ces divisions étaient surtout manipulées, si on peut dire, par des États. Des États arabes, il y avait l'Irak qui finançait un certain groupe palestinien, la Syrie qui en finançait un autre, etc., et qui donc reproduisait les divisions à l'intérieur même du mouvement palestinien. La question, c'est que maintenant, est-ce que il y aura des forces politiques et des États arabes ou pas, qui essaieront de soutenir le mouvement palestinien plutôt que d'organiser une fraction à l'intérieur du mouvement palestinien qui s'opposerait à une autre fraction. C'est pour ça que je pense en particulier que du côté du mouvement islamiste, je pense qu'il y aura aussi la volonté de pratiquer l'unité sans interférence trop lourde des États qui les soutiendraient. Donc je crois qu'il y a la nécessité d'une grande autonomie politique de l'organisation palestinienne et donc que ceci puisse se construire et il apparaisse comme vraiment représentative de l'ensemble des aspirations de la population palestinienne. C'est ça que j'espère et j'espère aussi que ça va pouvoir se faire. Dernière question rapidement, Riyad Sidaoui. Et selon vous, y a-t-il ingérence dans les affaires internes des Palestiniens? Actuellement, je pense pas trop, mais avant, oui, évidemment, avant, oui. Mais aussi, il y a aussi des pays qui soutiennent. N'oublions pas que la Syrie a armé la résistance palestinienne, notamment à Gaza, par les missiles russes Kornit, ce qui a fait que Gaza a eu une armée assez solide. Donc, il y a aussi le soutien iranien financé et d'armes, il ne faut pas le négliger. D'autres pays arabes aussi financent surtout au plan financier. Avant l'Irak de Saddam Hussein,
ou la Syrie de Bachar al-Assad ou la Libye de Kadhafi, etc., finançaient directement et fournissaient directement des armes à la résistance palestinienne. Mais comme je dis, c'est une cause juste. C'est une cause juste, ça veut dire la continuité de la résistance, la continuité de la révolution palestinienne. Personne ne pourrait la stopper, même la majorité écrasante des États arabes normalisent avec Israël. La cause palestinienne, elle est toujours là. Riyad Sidawi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève. Nous avions également par téléphone aujourd'hui Bernard Ravenel, ancien président de l'association France-Palestine Solidarité. Cette émission touche donc à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 18h avec l'édition complète, le journal donc en français présenté par Nouhed Belkhadem. Très bonne écoute.